Alors, bonjour tout le monde. Content de vous accueillir encore une fois aujourd'hui à notre septième webinaire depuis le début de la crise. Euh, Webinaire pour les entrepreneurs de l'écosystème montréalais. Très heureux de vous avoir parmi nous. On va être au-delà de 100 participants probablement aujourd'hui. On a un super line-up. D'abord, on va parler aussi de relance. C'est un sujet qui commence à arriver, là, la relance économique post-crise sanitaire. Donc, aujourd'hui, on accueille trois invités spéciaux. On a Jérôme Nitz de BDC et Capital qui va venir nous parler de sa perspective de l'écosystème startup et sa perspective sur la relance. On va aborder ça dans quelques minutes ensemble, lui et moi. J'accueille également Félix Morin, qui est cofondateur et vice-président de Succès scolaire, qui a connu un succès quand même retentissant dans les dernières semaines. Et j'accueille enfin Marc-Antoine Ducas, cofondateur et CEO de Netlift. Netlift, qui est une business dans le covoiturage et qui a dû faire un pivot récemment dû à la crise de la COVID. Donc, merci d'être là en grand nombre. Et j'aimerais présenter rapidement Jérôme, donc, qui se joint à nous. Jérôme, qui est impliqué, c'est une des personnes les plus impliquées donc, dans l'écosystème startup à Montréal, est à la BDC, un rayonnement pan-canadien. Très heureux de t'avoir aujourd'hui, Jérôme, parmi nous, pour nous parler justement de ta perspective sur la crise, puis comment ça impacte l'écosystème startup montréalais, puis comment tu vois donc la relance arriver avec tout ce à quoi tu es en contact actuellement avec la BDC, puis ta perspective canadienne aussi qui va être importante. Donc, peut-être juste te présenter la BDC, puis après ça, on va aborder ces questions qui sont importantes pour nos entrepreneurs aujourd'hui. Parfait. Merci. Mais ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Comme vous le savez, la BDC, c'est votre banque de développement. On a un mandat quand même assez spécifique, c'est aider l'entrepreneuriat canadien à bien fonctionner et rayonner à la fois au Canada mais à l'étranger. Dans les fonctions de la BDC, on supporte 50 000 entrepreneurs à travers le Canada. On le fait par l'entremise de 3 lignes d'affaires, principalement des prêts à terme. On a un portefeuille d'à peu près 30 milliards de prêts à terme. On fait aussi des services services conseils pour aider les entrepreneurs canadiens à bien gérer leur business et à optimiser leur vente canadienne et à l'étranger. Et puis finalement, BDC Capital, qui est le bras d'investissement de BDC, qui est une filiale à part entière de BDC. Puis dans ce groupe-là, on finance par l'entremise d'équité, de prise de participation et de la dette mezzanine. Donc, on est un joueur important en capital de risque par des investissements dans 80 fonds canadiens, au-dessus de 200 compagnies. Et puis, on gère aussi le programme de VCAP et VICI pour le gouvernement fédéral. Et puis, on a lui aussi le groupe de dette mezzanine et puis d'équité qui a 600 clients à travers le Canada. Et puis, c'est la participation par l'entremise de dettes subordonnées dans des entreprises à forte croissance. Donc ça donne un petit peu l'aperçu de la BDC. Je pense que ce qui pourrait être intéressant pour la discussion aujourd'hui, c'est vraiment ce que la BDC a fait en collaboration avec les autres joueurs pour développer des plans d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment de réaliser qu'il y a une coordination, une collaboration très, très étroite entre les pourvoyeurs de crédit au Canada, les pourvoyeurs d'investissement et le gouvernement fédéral. On a formé un comité d'aviseurs qui travaille avec le ministère des Finances et les autres banques, avec ces EDC, BDC, ouais. Ministère des Finances et les banques canadiennes pour développer le programme BCAP. Le programme BCAP, c'est vraiment un programme pour augmenter le crédit éligible aux compagnies canadiennes. Ça prend deux formes. Le rôle de EDC, c'est vraiment de donner des garanties pour l'augmentation des lignes opérationnelles des entreprises canadiennes. Et BDC qui fait du cofinancement.
il faut se rappeler que le gouvernement canadien, par l'entremise de EDC et de BDC, vont prendre 80% du risque des transactions. C'est-à-dire que pour chaque dollar qu'une banque va prêter, la BDC va supporter 80 cents sur le dollar. Et puis, le EDC va faire la même chose au point de vue ligne d'opération. Le gouvernement fédéral a aussi lancé le programme de subvention salariale d'urgence qui permet aux entreprises d'avoir une subvention pour la masse salariale. Ça a été déployé et puis c'est en train d'être déployé en ce moment. On a aussi les prestations canadiennes d'urgence. C'est l'accessibilité jusqu'à 40 000 $ pour chaque entreprise canadienne qui permet d'accéder à ce financement-là avec très peu de barrières dans les roues. Il faut un compte de banque commerciale et puis l'argent est facilement disponible à travers ce processus-là. Puis s'il y a des repaiements, il y a un 10 000 $ sur le 40 000 qui devient là, une subvention, dans le fond, qu'on n'a pas besoin de repayer si on repaye le restant d'ici le mois de décembre 2022. Il y a aussi, comme je l'ai expliqué, le fonds de roulement. À la BDC, on a regardé tout notre portefeuille et puis on a fait des prorogations de repaiement de capital. C'est un programme de prorogation de repaiement de capital et, dans certains cas, prorogation du repaiement d'intérêt. Fait que là, on voit qu'on est très suscité pour de l'aide. Je pense que le mot d'ordre, c'est comment est-ce qu'on peut aider les entreprises canadiennes à protéger le cash flow de l'entreprise. Il y a des marchés qui ont complètement disparu. Il y a les ventes qui on a vu une forte attrition. Et puis, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut répartir l'impact sur plusieurs mois et puis s'assurer qu'il y a accès au financement. Du côté technologique, je vais peut-être faire un double-clic. Ce qu'on a fait, étant un investisseur de VC, on a développé une stratégie à 3 volets. Premier volet, c'est s'assurer que les fonds d'investissement au Canada soient bien capitalisés pour que ces fonds-là puissent investir dans les entreprises. Comme je l'ai dit au début, on est investi dans 80 fonds. Il y a plusieurs fonds qui sont en mode de levée de fonds. Et puis, notre inquiétude, c'est que les fonds qui sont en levée de fonds en ce moment ne vont pas avoir accès au financement pour être capables d'aller chercher un first closing. Et puis, s'ils ne peuvent pas faire un premier closing, ils ne vont pas être capables de supporter des compagnies. Donc, on alloue 150 millions pour s'assurer que les fonds puissent déployer ces capitaux-là. Ouais, ouais. La deuxième chose, c'est qu'on augmente notre capacité de co-investir. On a un groupe de co-investissement qui peut financer des entreprises en parallèle avec nos fonds d'investissement. S'il y a des compagnies qui sont en forte croissance, mais qu'on voit l'accès au capital diminuer parce que les Américains se retirent du marché, parce que les institutionnels sont plus prudents en ce moment, on va pouvoir écrire des plus gros chèques. C'est des 5 millions à 30 millions. Finalement, le programme de notes convertibles, qui est vraiment le programme qu'on déploie d'une façon systématique dans le marché, c'est un programme de notes convertibles qui bypass complètement toutes les questions de valeur d'entreprise. C'est un outil qui est super simple, qui n'a pas beaucoup de features qui restent à négocier. On a 150 millions de mis de côté pour déployer cette note convertible. Puis ce qu'on veut, c'est rehausser la capacité d'un syndicat d'investissement à supporter une compagnie. C'est avec les critères. La note, c'est une note de 3 ans, taux d'intérêt marginal de 8 à 9 avec une capacité de convertir en équité. Et puis, si c'est un bridge financing qui se fait par le syndicat d'investisseurs, nous, on va juste faire un piggyback puis on va arriver avec les mêmes termes et conditions. Fait qu'on veut que ce soit un produit qui se déploie rapidement, qui nuit pas, qui accélère la capacité au syndicat de fermer une ronde et puis qui met de l'argent dans les poches de l'entrepreneur pour être capable de survivre un autre 6 mois. L'enjeu, c'est d'amener à avoir assez de cash dans la compagnie pour que la compagnie soit financée au moins 18 mois pour être capable d'organiser une autre ronde de financement éventuellement. Donc, je peux arrêter là. Ça, c'est les projets qu'on a mis de l'avant. Et puis, je serais content de prendre des questions ou parler des enjeux qu'on voit
puis pourquoi est-ce qu'on a développé ce genre d'outils-là. Oui, puis moi, ce que je vois, Jérôme, c'est qu'il y a quand même une réaction rapide. Dans 7 semaines, monter des programmes de même, c'est quand même une grande agilité. Puis la plupart ont déjà été déployés, right? Fait que le prêt, c'est déployé, la garantie, c'est déployé. Oui. Tu allais dire, excuse-moi. Non, je pense que c'est juste pour que les gens comprennent, ça nous a pris 75 ans à monter une organisation de 30 milliards. Dans les 6 prochains mois, on va ajouter un autre 20 milliards d'actifs sur le balance sheet de la banque. C'est majeur. C'est quand l'expression anglaise, c'est all hands on deck. Oui. Mais ça, on l'a déjà vécu dans la crise financière où est-ce qu'on avait augmenté nos autorisations de 54 et puis on avait lancé un programme de titrisation pour sauver le secteur automobile. Fait on a l'habitude à la BDC de réagir rapidement dans des situations de crise, mais là, c'est un ordre de grandeur qui est quand même… Un ordre de grandeur parce que c'est toute l'économie canadienne, c'est pas juste le crédit qui est affecté, c'est vraiment la vraie économie canadienne avec les entrepreneurs de tout secteur, c'est tout secteur, toute région confondue et puis tout stade de développement confondu. Puis là vous avez été dans l'urgence, vous avez travaillé super fort. Moi, je suis en contact avec plusieurs membres de ton équipe, Jérôme, puis tu sais, c'était quand même 7 semaines bien intenses. Puis là, on commence à parler de la relance. Ça, c'est un sujet qui arrive. Comment est-ce que tu vois la relance? C'est quoi la perspective de ton côté pour la relance en termes de timing, en termes d'ampleur? Puis c'est quoi la durée de cette relance-là? Comment tu vois ça? Écoute, ça, c'est vraiment la question qui suscite l'intérêt de toutes les équipes de gestion et tous les conseils d'administration. Je pense qu'il y a une très grande inquiétude qu'on décloisonne trop rapidement et puis qu'on crée une deuxième vague et puis qu'on ralentit. D'un autre côté, je pense que les pays à travers le monde essaient d'identifier des pôles de développement économique qui vont leur permettre de… On se comprend que tous les pays vont être en récession. On se comprend que certains secteurs vont prendre plus de temps à revenir. Je peux parler du secteur du voyage, je peux parler des hôtels, je peux parler des restaurants. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à risque à long terme. Je pense que les conseils d'administration et puis les équipes de gestion passent beaucoup de temps à essayer de gérer le bien-être des employés. C'est avec une combinaison d'une contribution économique et puis de la relance économique, puis la saine gestion des ressources humaines et des effectifs dans toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir un décloisonnement qui est trop rapide, qui pourrait nous amener dans une deuxième vague. Au point de vue investissement, ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment là, un ajustement des justes valeurs des entreprises. Au cours des dernières semaines, on a autorisé, comme tu as mentionné, beaucoup de transactions, mais je vois une diminution de la juste valeur de 25 à 40 des entreprises. Puis je pense que plus que l'équipe de gestion est bonne dans une entreprise, plus qu'ils sont à l'aise de dire, écoutez, nous, là, on avait un modèle d'affaires, nos revenus, c'était ça, nos ventes, c'était ça. Qu'est-ce que ça a vraiment l'air dans 3 mois, dans 6 mois? Les équipes de gestion qui sont plus fortes, plus confiantes, sont capables de travailler avec les investisseurs pour dire, OK, on fait un reset. Fait que dans notre portefeuille, quand je regarde notre portefeuille direct ou indirect, on parle d'une moyenne de 25 d'haircut dans notre portefeuille. Ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs institutionnels, eux, vont le sentir dans leurs états financiers. Fait que je pense que si on regarde le capital de risque qui a été investi au Canada, le premier trimestre, c'est 750 millions versus 1,2 milliard l'année passée. Ouais. Puis je pense que Q2 ne va pas être mieux. Q2 va probablement être pire que Q1. Absolument. Avec là, tu as des entreprises qui étaient en levée de fonds. Leur syndicat est plus fragile. Les Américains sortirent du marché. Les valeurs d'entreprise, si les investisseurs qui sont dans la compagnie ou les anges financiers sont trop têtus à garder une certaine valeur d'entreprise, les rondes ne vont pas se concrétiser. Ça va prendre beaucoup plus de temps, puis les compagnies vont se retrouver dans un état précaire. C'est avec une réévaluation des portefeuilles, des valeurs d'entreprise dans les portefeuilles, qui a un impact important pour les investisseurs institutionnels. Puis je pense que c'est
c'est une vague qui va durer plus longtemps qu'on pense post-retour au travail. Est-ce que tu penses que comme entrepreneur, ça va être plus long aussi à closer une ronde? Là? Mettons que je suis en ronde actuellement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un délai de 6 à 12 mois? C'est quoi? Comment tu vois ça, toi? Mais il va y avoir deux choses. C'est qu'il va y avoir, ça va prendre plus de temps. Les gens qui étaient moralement commis, vont peut-être se désister. Ils vont avoir moins d'argent, puis les équipes de gestion des startups vont devoir vraiment regarder c'est quoi les sources de capital qui ne sont pas dilutifs, c'est quoi les sources de capital qui me permettent de garder mon talent. Il y a des risques de se faire payer par leurs clients. Il y a des secteurs qui sont en forte attrition. Ouais. Et la capacité de livrer contre des objectifs va faire un impact qui va avoir une diminution de la valeur. Et puis, quand on est investisseur à l'interne, on ne veut pas vraiment avoir une diminution, mais si on veut attirer des investisseurs qui ne sont pas présentement impliqués avec l'entreprise, eux vont chercher un discount significatif pour mettre de l'argent avec des paramètres très punitifs pour les syndicats existants. Il va y avoir un ajustement entre les nouveaux investisseurs et puis les investisseurs qui sont présentement au sein de l'entreprise. Puis je pense que les Américains en ce moment sont sur le sideline, puis ils vont attendre qu'il y ait un impact encore plus important pour revenir acheter nos compagnies à discount. Oui, tu penses, tu vois ça plus à la fin de l'année que… Oui, absolument. Oui. Ça aussi, je l'entends parler. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir des fonds canadiens bien capitalisés pour qu'eux puissent avoir les moyens de rentrer puis compléter des syndicats qui sont fragiles. Puis comment tu vois, toi qui as une perspective pan-canadienne, comment tu vois la reprise dans notre écosystème à Montréal versus Toronto, versus Vancouver, versus Calgary? On n'en parle pas, là. Je pense que c'est tellement dépendant de l'énergie là-bas. Mais comment tu vois ça, toi, Montréal versus les autres grandes villes canadiennes, les autres écosystèmes? Écoutez, je pense que l'avantage de Montréal, c'est qu'on a longtemps été des enfants pauvres. On est capable d'aller pas mal plus loin avec peu d'argent. Je pense qu'on a une culture entrepreneuriale qui n'a pas été trop gâtée par un excès de capital dans le passé. Puis on a une communauté qui travaille bien ensemble. On a des joueurs comme Bonjour Startup Montréal, comme Notman House, comme Santec, comme beaucoup d'autres, comme les anges financiers avec la formation bien structurée des Anges au Québec. C'est très particulier parce qu'on ne voit pas ce même genre avec Anges Québec. On ne voit pas la même rigueur. La même rigueur dans le restant du Canada. Et puis, je pense qu'il y a des pôles de développement comme l'intelligence artificielle qui peut être porteur à long terme. Si je regarde à Toronto avec 101 King Street qui fait faillite, je pense qu'on va voir plusieurs cracks dans le marché ontarien parce qu'il y a eu tellement d'argent, tellement d'initiatives que là, il va y avoir une rationalisation. Calgary, tu en as parlé, c'est très, très difficile. On est impliqué à essayer de sauver certains secteurs là-bas. Puis dans l'Ouest, mais toute la connectivité avec la côte ouest américaine et puis la Chine, mais la Chine, ça semble les plus difficiles, mais la côte ouest américaine reste quand même assez active. Ça veut dire que je pense que Montréal peut s'en tirer si les acteurs de l'industrie se serrent les coudes. Fait qu'on voit le fonds, on voit la caisse, on voit Terralis, on voit Investissement Québec travailler très étroitement ensemble. Puis quand je te disais, c'est important que certains des fonds arrivent à un premier close, mais c'est sûr que les grands institutionnels québécois vont s'assurer que certains fonds puissent arriver à fermer leurs fonds parce que c'est cette coordination-là qui peut sauver beaucoup d'entreprises. Dans la crise financière de 2008-2019, cette coordination-là était nécessaire entre Terralis, entre le fonds et puis la BDC. Puis dans le restant du Canada, il y avait aussi Northleaf. Mais les acteurs québécois
et canadiens par l'entremise de BDC ont une bonne relation de travail, une bonne coordination, puis je pense qu'on a le même intérêt, puis on a la même stratégie de garder certains de nos fleurons en forme, dans le fond. Puis moi, ce que j'entends, Jérôme, puis peut-être le mot de la fin pour ta part, c'est vraiment de l'espoir. On a un écosystème qui est bien structuré, on a un écosystème qui collabore, c'est ce que j'entends de ce que tu dis. C'est sûr qu'il va y avoir une correction qui va se faire dans le marché. Ça, c'est ce que j'entends également au courant des prochains mois, mais on a une infrastructure financière robuste qui est là pour épauler les entrepreneurs pour le cash flow. Peut-être nous donner un petit mot de la fin là-dessus, puis ta perspective sur le futur de l'écosystème. Oui, moi je pense que au point de vue long terme, ce qui m'inquiète un peu, c'est avoir trop de dettes dans les entreprises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont manquer d'équité, qui vont avoir beaucoup de dettes. Puis c'est de la dette qui est très qui ne coûte pas cher en ce moment. On parle de 2-3 %. Ouais. Quand cette dette-là va devoir être refinancée à des taux normaux, normales, ça va être difficile. Fait que je pense qu'il va y avoir un semblant de reprise, mais que le refinancement va être très difficile. Je pense que ce qu'il faut s'assurer au point de vue investisseur, c'est donner les moyens aux équipes de gestion pour être capable d'exécuter sur un plan de 18 à 24 mois jusqu'à temps qu'ils puissent se refinancer à l'extérieur de la fenêtre de COVID. Fait qu'avoir une coordination des acteurs, une vraie prise, une remise en question des équipes de gestion à qu'est-ce qui est. Beaucoup des entreprises ont évolué là, dans un marché hyper liquide. Les investisseurs vont challenger plus les équipes de gestion à revoir leur plan, à revoir leur plan, et puis à savoir, l'argent dépensé va vraiment porter fruit. Absolument. Il y a eu un peu un manque de discipline dans un marché tellement liquide où est-ce que les investisseurs étaient comme se battaient entre eux pour rentrer dans une entreprise. Là, ça va changer de bord un peu. C'est plus les entreprises qui vont être sur un mode de vente pour sécuriser à long terme le support des investisseurs. C'est avec le balancier va retourner du côté des investisseurs, mais ça va être aux équipes de gestion des startups à dire, bon, mais j'ai un plan, c'est un plan que je peux exécuter, c'est un plan qui prend moins d'argent, mais qui va m'amener à un autre endroit. Puis les entrepreneurs canadiens, puis surtout québécois, ils ne sont pas tombés dans le même piège que les entrepreneurs américains où est-ce que c'était du top-line growth à tout prix. C'est top-line, mais en gardant un œil un petit peu sur le bottom line pour sécuriser les investisseurs puis pas avoir un impact de fair value sur les états financiers des investisseurs. Fait que je pense que ça va être un environnement plus conservateur, mais dans lequel les investisseurs institutionnels et les fonds d'investissement canadiens et québécois vont être au rendez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de fonds, les fonds sont bien capitalisés, les entreprises, si je regarde notre portefeuille, 60% des entreprises que j'ai en portefeuille ont de l'argent pour au moins 24 mois. Et ça, c'est du jamais vu. Les entrepreneurs ont été smart d'aller chercher le financement quand c'était disponible. Puis là, 60% de notre portefeuille qui ont de l'argent pour 24 mois. 24 mois, ça me semble ce qu'on a besoin pour sortir de la crise. Absolument, absolument. C'est un coussin confortable. Bien, écoute, Jérôme, merci beaucoup de t'être prêté au jeu puis de nous avoir donné ton insight sur cette crise et la post-crise et ta vue sur l'écosystème startup. Merci beaucoup et à très bientôt. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut, Jérôme. Ouais. Alors, prochain invité, Félix Morin. Félix, te voici. Salut. Bonjour. Donc, merci, Félix, de te joindre à nous aujourd'hui. Félix, donc, qui est cofondateur et vice-président de Succès Scolaire. Très heureux de t'avoir. La coqueluche, je dirais une des coqueluches de la période de COVID. Parle-nous un peu de ta business. Donc, rapidement, présente-nous ta business. C'est qui ta clientèle? Puis après ça, on va aborder la crise, comment ça a impacté ta business. Rapidement quelques faits sur ta compagnie.
Bien sûr, Patrick, merci. En fait, Succès scolaire est en opération depuis pratiquement 15 ans. On offre du tutorat de manière classique. Là, le core de la business, c'est d'offrir du tutorat individuel, soit dans nos centres, à domicile ou en ligne. Depuis près de 10 ans, là, on a développé le service en ligne auprès de la population québécoise. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir le meilleur tuteur là, pour chaque enfant, selon le besoin et la réalité de chacune des familles. Tu disais la coqueluche, c'est pas moi la coqueluche, vous l'avez probablement vu dans les médias, c'est Madame Marie-Ève Oui. qui a fait vraiment là, un travail exceptionnel dans les dernières semaines pour maintenir la motivation des jeunes. Puis pourquoi je fais ce lien-là? Parce que c'est la mission première de l'entreprise. On s'est positionné il y a 15 ans justement pour, à l'époque, c'était la sortie des rapports au niveau des taux de décrochage qui sont encore là aussi, là, mais on commençait à prendre conscience au Québec de l'ampleur du phénomène de décrochage. Et on s'est dit, pour nous, c'est vraiment d'être dans la persévérance scolaire, donc de trouver les différents moyens. C'est pour ça que je parlais du jumelage personnalisé avec le bon tuteur, parce que souvent, ce n'est pas nécessairement la mathématique qui va causer problème ou le français, mais bien la motivation scolaire ou la situation personnelle du jeune en situation d'école là, qui peut poser problème, puis d'avoir un adulte significatif, comme on dit, qui peut épauler ce jeune-là dans sa progression, son développement. C'est là où on est capable de faire la différence. Tu vois, dans les 15 dernières années, on a aidé pas loin de 50 000 jeunes là, à progresser dans leur cheminement. On a des belles histoires de jeunes qui sont devenus tuteurs, qui sont venus joindre l'équipe administrative. Donc, c'est le fun de voir la boucle se boucler en quelque sorte et de voir les témoignages qu'on reçoit à cet effet. Fait que c'est pas mal ce qu'on fait. À travers ça, on a aussi, évidemment, on est une école, on est la première école secondaire qui a le droit d'offrir la formation à distance, donc en ligne. C'est sûr que ça aussi, ça nous a bien positionnés dans la situation actuelle. Absolument. On parle avec beaucoup de collègues directeurs là, qui ont dû se réinventer pour offrir la formation à distance dans les dernières semaines. On avait ce edge-là d'avoir cette expertise-là depuis plusieurs années. Donc, on a servi aussi des conseils de support pour les épauler là-dedans, puis offrir ce qu'on faisait. Et puis, finalement, aussi, on a un vertical au niveau de la distribution de matériel, fourniture et manuels scolaires pour différentes écoles privées là, de la région montréalaise. Donc, c'est cool. Pas mal, c'est ce qu'on fait. Voilà. Puis maintenant la crise est arrivée il y a 7 semaines. C'est quand même une industrie, le milieu de l'éducation, c'est quand même une industrie qui a été réfractaire à l'introduction des technologies et à l'usage surtout des technologies pour l'éducation à distance. Donc, parle-nous de l'impact de la crise sur cette industrie-là, comment ça a ensuite impacté ta business. Puis on va parler aussi là, de ce que vous avez réalisé là, dans les 7 dernières semaines. Bon, on le voit sur les compagnies qui offrent de la technologie, justement, dont la plateforme Zoom. Ce qui se passe en ce moment, je pense que plusieurs entreprises technologiques ont cru à ce niveau-là. Le système au complet économique a dû se réorganiser. Plusieurs entreprises ont mis en place du télétravail et c'est le cas en éducation aussi. Je pense que why fix it if it's not broken, c'est le bon vieil adage. Je pense que dans ce cas-ci, on s'est frappé à un mur. Il y a eu beaucoup de discussions là, au niveau du ministère sur la continuité de la formation à distance, à savoir qu'est-ce qu'on exige aux enseignants comme soutien aux élèves et tout ça. Et encore là, en fait, il y a eu beaucoup d'articles qui sont apparus par rapport au décalage entre le système scolaire public et privé. Il y avait des inégalités, un fossé qui pouvait s'agrandir parce que certaines écoles privées étaient plus préparées à faire face à ce genre d'activité-là. Je pense que le ministère s'est très bien retourné là, avec la mise en place du portail L'École ouverte, des initiatives sur la télévision, la Télé-Québec, entre autres. Je pense que, présentement, dans le processus de décloisonnement, de retour en classe, ils ont aussi mis en place des formations disponibles pour tous les enseignants là, dans les prochaines semaines pour être capable d'accompagner à peu près le 50 % de la population qui va décider de garder ses enfants à la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, bref, ce qu'on comprend, c'est que partout dans le réseau, on a dû se réorganiser rapidement. Certains joueurs étaient plus près que d'autres. C'est sûr que nous, de par notre statut, de par notre expertise, on avait un positionnement qui était intéressant. Comme je disais, ça nous a permis de nous positionner. Je ne vous cacherai pas que ça a été difficile pour nous. On a subi les contre-coups de la crise. Là, il y a eu une mise à pied à l'interne à l'équipe administrative. On a
perdu entre 50 et 70 du chiffre d'affaires, dépendamment des semaines. Ouais. Mais on a rapidement pu, je vous dirais, là, avant la crise, on avait à peu près 20-25 de notre service qui se rendait en ligne, à distance déjà. Mais c'est sûr qu'il y avait une réticence. Depuis plusieurs années, on cherchait des moyens d'améliorer la technologie, d'améliorer l'accès aux services pour montrer aux parents la facilité de ce service-là. Parce qu'évidemment, là, on est dans l'éducation, donc la proximité, le contact direct avec l'élève est un facteur prédominant dans la relation. Et la plus grande crainte, je pense, autant au niveau du système d'éducation que des parents en général, c'est de perdre ce contact-là quand on est en ligne. Donc, on a, nous, rapidement, là, organisé plusieurs séances portes ouvertes qu'on a appelées, où c'était des séances de découverte, où on invitait les gens à se connecter, à découvrir c'était quoi le portail, à découvrir comment on pouvait justement poursuivre cette relation-là là, avec le jeune, même à travers un ordinateur et une webcam. On a rappelé là, plus de 1000 clients individuellement pour s'assurer qu'ils étaient bien dans leur transition covidienne, donc s'assurer que la routine était bien instaurée à la maison, parce qu'on s'entend quand le jeune perd ses repères scolaires, il y a la socialisation, mais il y a la routine qui tombe aussi. Puis, ben, je vous dirais que c'est là-dedans où on a réalisé qu'il y avait un besoin vraiment. Donc, avec mon partenaire, on s'est beaucoup questionné là, en très peu de jours, je vous dirais, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rester pertinent dans ce contexte-là, avec une diminution importante des revenus, avec une difficulté à rejoindre les jeunes qui, tout d'un coup, n'avaient plus vraiment de possibilité de sortir de la maison. Et de là émané l'idée de la classe en ligne. Parce que, bon, évidemment, il y avait le facteur de routine. Hein, on l'a dit, c'est pour ça qu'on a ciblé le primaire, surtout à ce niveau-là. On se dit, les jeunes au secondaire sont plus autonomes, ils vont gamer souvent, ils ont d'autres routines. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres de services aussi pour si on regarde, là, ne serait-ce qu'en termes d'outils pédagogiques sur le marché, les élèves au secondaire sont très, très bien servis. Ouais. Et il y a cette, comment dire, plus on est jeune, plus l'accès à la technologie peut sembler être un gros obstacle. Donc, on a voulu démocratiser ça en se disant, regarde, on fait des YouTube Live, ça reste simple. Jérôme parlait d'écosystème de start-up. Ben, on est allé chercher l'expertise d'une autre start-up montréalaise qui était EdLive, là, qui nous a beaucoup aidé au niveau du studio. EdLive, hein? C'est ça? Exactement, oui. Ouais. Le fameux tableau transparent. Oui. Et eux, ben, dans le fond, ça faisait quand même, je pense, ça fait 2 ou 3 ans de mémoire là, qu'ils ont fait un pivot puis qu'ils ont développé cette technologie-là. Nous, on avait déjà eu des pourparlers avec eux pour nos projets d'école en ligne. Ben, on a joint, dans le fond, tout le contexte, les différentes annonces ministérielles qui étaient en cours et on s'est dit, ben, il faut offrir quelque chose de mieux. Donc, rapidement, on a été capable, je pense que le fait qu'on soit une petite entreprise privée, donc on a pu se flipper de bord rapidement, dire, regarde, on se lance. Puis ça nous a permis de lancer ça avant que le ministère soit prêt et donc d'accaparer un maximum de visibilité à ce niveau-là. Ben, écoute, c'est formidable. Puis, tu sais, je pense que cet engouement-là se traduit en chiffres. Peux-tu nous faire part, parce que, tu sais, les entrepreneurs, on aime bien ça, les chiffres, là. Ouais. Fait que, parle-nous là, de cette croissance-là depuis cette semaine. Parce que là, tu as fait les médias, puis je vous ai même ma fille est sur ta formation à tous les jours avec Mme Marie-Ève. Fait que parle-nous un peu de l'impact sur tes chiffres là, de cet engouement. Oui, bien, c'est sûr que la gratuité à tout prix, bon, il y avait la mission. On est une entreprise privée aussi, je l'ai dit. Donc, c'est sûr que pour nous, il fallait qu'il y ait une raison aussi de pouvoir, parce que je vous dis, c'est un investissement important, c'est un leap of faith qu'on a pris de lancer cette initiative-là. Donc, normalement, juste sur quelques statistiques, on est habitué d'avoir quelques milliers de visiteurs par jour ou par semaine, même sur notre site habituellement. Là, on arrivait à du 40-50 000 visiteurs sur le site. On est à par jour? Oui. Puis là, on a plus de 1,25 million de visionnements de ces ateliers-là. Donc, on se dit à l'interne qu'on a rejoint pratiquement tous les élèves du primaire plus d'une fois au Québec. Donc, quand même, hein? Quand même. Oui, oui. Bravo. Qu'est-ce qu'on a eu plus de 10 000 courriels avec des défis, parce que, bon, Marie-Ève lançait un défi du jour à chacun des élèves, que ce soit une photo, une action, un texte, un dessin. On a reçu plus de 10 000 témoignages là, de parents, d'enfants
des questions. Comme vous le savez probablement, on a reçu à peu près une dizaine d'invités spéciaux de différentes acabits. Puis ça, encore une fois, l'objectif d'inclure ces entrevues-là, c'était d'inspirer les jeunes à persévérer. Donc, on est allé chercher David Saint-Jacques, un astronaute, Luc Langevin, un magicien. Ouais. On a eu Rosalie Vancourt, Catherine Levac, des humoristes. Charlotte Cardin. Ma fille m'a parlé de ça au souper hier soir. Exactement. Absolument. Aujourd'hui même. Ouais. Donc, vraiment, on est allé ratisser large pour donner plusieurs figures role model aux jeunes, puis qu'ils comprennent que peu importe le parcours, c'est pas tout le temps des parcours qui sont tracés d'avance, puis leur donner le goût de rêver un peu là, dans cette période. Absolument. Fait que pour nous, en termes de chiffres, c'est sûr que c'est une période d'incertitude pour tout le monde. Hein. On ne se le cachera pas. Oui, l'éducation, c'est une des priorités des familles, mais notre service n'est pas gratuit habituellement. Donc, c'est pour ça qu'on a développé plusieurs types de services rapidement. Nous, nos services habituels en individuel se détaillent autour de 40 à 50 $ de l'heure pour un prof privé. Là, on a développé des ateliers payants qui sont à 4,50 $ par jour, le service gratuit de la classe de Marie-Ève. On s'est dit, regarde, il faut rester pertinent, il faut rester accessible étant donné la situation. Et je pense qu'on se positionne pour l'avenir aussi. Mais là, tu es allé chercher 1,2 million de reach. Exact. Pendant 7 semaines. C'est hyper. C'est une grande valeur, là, cet exposure que tu as eu là, depuis le début de la crise. Très grande valeur. C'était le pari qu'on prenait. Puis franchement, on est très, très contents des résultats. Benoît et moi, on s'est pincé une couple de fois quand on a vu au début, là, les premières journées, le nombre de visiteurs qui montaient sur le site. Je peux vous dire qu'on a travaillé d'arrache-pied des nuits blanches à doubler notre capacité de serveur, à être sûr que ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'efforts derrière ça. Puis bravo. Puis je pense que vous contribuez, votre business, à virtualiser l'éducation, à rendre l'accès à l'éducation plus virtuel. Puis, vous brisez une des résistances qu'ont les profs, les mentors, même les parents à l'éducation à distance ou au mentorat à distance. Donc, bravo pour ça. Puis, je vous souhaite tout le succès pour la suite. Merci de t'être prêté au jeu, Félix, d'avoir partagé ton expérience avec d'autres entrepreneurs cet après-midi. Allez, ciao! Salut, là. Bye, merci. Alors, prochain invité, on enchaîne ça aujourd'hui. J'ai Marc-Antoine Ducas de Netlift. Merci d'être avec nous. Salut, Patrick. Marc-Antoine, comment tu vas? Ça va. Je viens juste de sortir d'une sécheuse qui roule en mode tapis depuis 2 mois, mais ça va, oui. Je vais y retourner tantôt. Je pense qu'on est tous un peu en mode sécheuse. Exact, oui, c'est ça. Qui roule là, depuis quelques semaines. Merci de te prêter au jeu avec nous puis de partager ton expérience de pivot. Je pense que s'il y a un secteur qui a été affecté par la crise, c'est bien celui du transport. Oui. Puis du transport collectif plus particulièrement, dont segment dont tu fais partie, oui. Avec Netlift. Parle-nous rapidement de Netlift. C'est quoi? Puis comment la crise a impacté ta clientèle, ta business? Oui. Bien, à la base, on est évidemment une plateforme de covoiturage qui se spécialise dans le domicile-travail. Alors, nos clients, c'est des entreprises, des employeurs qui nous embauchent, nous payent pour qu'on organise ces déplacements-là. Évidemment, à cause du lockdown, à cause de la fermeture, il n'y a plus personne qui va travailler. Alors, notre chiffre d'affaires est tombé pratiquement à zéro. Ce qui est moins visible sur nos représentations, c'est qu'on a aussi une flotte de taxis qu'on utilise et qui roule encore dans le domaine de la santé. Donc, tout le transport des malades, avec ou sans COVID, nous a permis de développer des algorithmes assez intéressants sur des tournées pour faire en sorte qu'on ramasse un patient, qu'on le dépose. Et puis quand la crise est arrivée, bien là, je fais un peu de chronologie. Moi, j'étais à Paris le 13 mars, donc je ne pensais même pas que j'allais pouvoir rentrer à Montréal. J'étais très content de commencer ma quarantaine. Le lendemain de l'annonce du premier ministre. Exactement. Donc, moi, je ne suis pas mis les pieds au bureau depuis le 6 mars, en fait. Avant ça, j'ai passé la semaine à Paris pour développer les affaires parce que nos affaires avancent bien là-dessus. J'y reviens dans un instant. Mais tu l'as dit, nous, on pensait que ça allait durer une couple de semaines, hein, cette histoire de COVID. Puis un peu comme tout le monde, on a eu une première semaine, disons la semaine du 13 mars, qui était très on va voir si tout le monde est en santé, si tout le monde fait du télétravail, on faisait des jokes. La semaine suivante, on a commencé à, nous, chez Netlift, mais tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on voyait des collègues d'entrepreneurs qui devaient faire des mises à pied, protéger les liquidités. Donc, nous, on a fait un bilan. Alors, on a gardé tout notre personnel. Il n'y a eu aucune mise à pied parce que,
et c'est là que j'en arrive, premier pivot, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'amis entrepreneurs qui m'ont appelé en disant « Faites-vous de la livraison? » Parce qu'à partir du moment où je ne peux plus aller chercher mes affaires au commerce, où vous faites du déplacement de malade, vous ne pourriez pas faire des boîtes de masques, vous ne pourriez pas déplacer des épiceries. À ce moment-là, on a fait un petit get-together, lac à l'épaule virtuel, et puis on a dit on y va. Donc, chapeau Guillaume, notre CTO, qui est un génie, là, qui nous a bricolé, je vais dire bricolé, c'est d'adapter en fait ce qu'on avait déjà en mode professionnel pour des biens. Dès le début, donc 2 semaines plus tard, le produit était opérationnel. Et on a filmé, on va peut-être l'envoyer par la suite, mais même en France, il y a un boucher qui a installé ça en 48 heures puis qui sauve 50% du temps de livraison pour ses salariés. Donc, il y a un impact significatif sur la chaîne logistique. Okay? Donc, les gens sont capables de prendre des commandes, mais après ça, nous autres, on est capable de les faire livrer. Puis, on n'est pas du Uber Eats parce que les gens, quand ils font une épicerie, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une livraison dans les 15 minutes qui suivent. Hein? On peut planifier pour un peu plus tard aujourd'hui. Oui, toi, c'est des courses planifiées. C'est des courses planifiées. C'est ça ta business. C'est ça la business, oui. Donc, on n'est pas du tout contre Uber là-dessus. Alors, ça a été le fun, c'est-à-dire que ça a reparti vraiment à la hausse en termes de chiffre d'affaires, puis ça nous a bousculé. Mais là, donc ça, c'est le pivot, je vous dirais, qui a fait qu'on s'en allait tout droit, puis là, il a fallu tourner à gauche pour faire de la livraison parce que le reste de la business des navetteurs... Ben c'est ça. Je peux même imaginer, c'est pas difficile de s'imaginer à quel point ça a impacté ton use case qui est de partager un véhicule à 60 cm de distance. Oui. C'était amusant parce que là, on se disait, c'est quoi la distanciation sociale dans une auto? Faut-tu que je me mette en arrière? Fait que là, on a demandé des informations au gouvernement du Québec, puis là, il nous a donné un peu des trucs. Bon, grosso modo, il faut être 2 dans une auto. Avec quelqu'un qui est assis en arrière à droite. Donc, la distanciation sociale fonctionne. Il y a des recommandations qui ont été faites aussi dans certains de nos hôpitaux clients pour dire aux gens, et c'est là qu'on a commencé à voir un peu à quel point la crise allait être grave. C'est qu'après quelques semaines, on se rend bien compte que là, ça va durer des mois et peut-être des années. On ne sait pas, je ne suis pas épidémiologiste, mais il semble y avoir un premier consensus qui dit que les deuxièmes vagues sont peut-être à craindre. On en a parlé avec Jérôme un peu plus tôt tantôt. Et gros problème, la distanciation sociale dans le transport, c'est l'apocalypse. Okay? Là, il y a des endroits en Amérique du Nord où, je pense à Toronto, ils ont congédié 1500 personnes. Ils ne sont pas certains qu'il y a du cash pour la société Translink en juin. Okay? Donc là, le bail-out des transports collectifs aux États-Unis, c'était 25 milliards. Ça leur a permis de toffer 1 mois et demi. Si la crise dure 1 ou 2, 3 ans, là, ça va être extrêmement problématique. C'est déjà commencé. Et là, puis là, il y a ça. Ça, c'est la crise, mais on peut juste s'imaginer l'impact post-crise sur la psychologie de l'usager. Puis Dieu sait que toi et moi, on a parlé de ce sujet-là en long et en large dans mes années chez Théo. Cette résistance à l'utilisation des transports en commun va être encore plus grande. Ben oui. Écoute, les premiers chiffres sont sortis pour l'Asie. Le déconfinement donne des chiffres où à peu près... donc, après le retour de l'économie, on est à peu près une baisse de 50 % de l'utilisation des modes de transport en commun et donc double l'utilisation de la mobilité individuelle. Okay? Ce n'est pas juste de l'automobile, il y a aussi des scooters, des vélos. Mais nous... Mais ce que tu dis en clair, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il va y avoir plus de chars sur la route. Bien, en fait, clairement, c'est une apocalypse qui s'en vient. Puis c'est pas parce que... Même juste la question de la distanciation, on parle beaucoup avec la France, là, parce que on va faire des annonces un petit peu plus officielles, mais longue histoire courte, on est très sollicité actuellement en France pour tranquillement accompagner le déconfinement. Si on doit forcer les gens à ne plus monter dans un autobus qui prenait 40 personnes puis qui peut juste en prendre 15, ces gens-là, il faut que je les mette ailleurs. Ceux qui ont des autos vont les reprendre. Quel est le problème, Patrick? Le parking. Les villes en Amérique du Nord, les villes en plus de chars sur la route, infrastructure stationnement qui n'a pas bougé. Ça va exploser. Et là, où les gens, donc encore une fois, nos clients qui sont habitués de faire un peu de covoiturage de façon symbolique, 10, 50, 300 covoitureurs par entreprise, s'il faut qu'ils passent à 600 ou à 1000 ou à 2000, ils ne seront pas capables de construire 3000 parkings pour la rentrée scolaire de septembre. Alors, en ce moment, nous, ça, c'est le deuxième pivot. On ne l'avait pas vu venir il y a moins d'1 mois. Mais là, ce qui est en train de devenir clair, c'est qu'on va cohabiter avec le COVID pendant quelques années. Et même si la reprise économique ne se fait pas à des rythmes équivalents, les gens doivent rentrer à l'école.
Et là, moi, ce que je constate avec la crise, on parlait tantôt de l'enseignement à distance. On a beaucoup parlé de télémédecine. Il n'y a plus rien qui marchait avant qui va marcher encore après. Toutes les résistances qu'on avait, par exemple, surmontées avec un collègue en covoiturage, tant et aussi longtemps qu'il y avait du métro puis qu'il y avait de l'autobus, évidemment, ça ne se posait pas. Là, le problème qu'il va y avoir à San Francisco, sur les 85 lignes, il y en coupe 79. Il va juste falloir que les gens se déplacent. Ce que tu penses, c'est qu'il y a potentiellement espoir que ça exerce une pression à la hausse sur l'usage du covoiturage parce que les gens vont plus être enclins à prendre une voiture. Les gens, le premier réflexe, c'est de dire si je peux marcher, je vais le faire. Si je peux prendre mon vélo, je vais le faire. Quand j'ai un commute de 20 ou 30 km, évidemment, faire 60 km de vélo par jour pour aller travailler, c'est déjà un petit défi. Ces gens-là, le premier réflexe, c'est de prendre la voiture. Dans beaucoup d'endroits au Québec, ce ne sera pas un enjeu. Il y avait déjà de la place pour se stationner. Oui. Nous, actuellement, où on est beaucoup sollicités, c'est le pivot, disons, vers le haut actuellement. C'est toutes les régions du monde où les stationnements à la destination ne permettront pas d'accueillir ces gens-là. Oui. Je ne peux pas, comme employeur, je run, mettons, une université, je m'occupe d'une entreprise de manufacture. Je ne peux pas demander à mes employés, d'une part, de ne plus prendre le transport collectif, ou alors il n'y en aura juste plus de service, puis de ne pas prendre leur auto parce que j'ai plus de parking. Tôt ou tard, il y a un enjeu de capacité. Ce qui est assez amusant, c'est que ça fait 2 ans que c'est notre cœur de métier, de leverager le covoiturage avec le parking, ce qu'on fait vraiment très bien. Oui. Fait que là, on est obligé de se préparer au tsunami qui commence pour nous le 11 mai, c'est-à-dire le début du déconfinement en France. Puis en quoi ça va être un tsunami pour vous? Parce que les autorités publiques, gouvernementales, sont obligées d'annoncer des programmes qui vont main dans la main avec la disponibilité des infrastructures. C'est correct de déployer, par exemple, des voies de protection pour des marcheurs, d'accord? On sait bien que sous les 2 km, les gens vont quitter le transport collectif, peuvent marcher, ça va bien. Là où ça va faire mal, c'est quand les déplacements sont longs et que l'alternative n'existe plus. Si on veut éviter une apocalypse automobile et un retour massif vers l'automobile, il y a un consensus actuellement dans le domaine du transport, une crainte partagée autour de ça. Il va falloir qu'on trouve au moins une façon de limiter ça. Pas parce que les gens veulent covoiturer, on s'entend bien, s'ils peuvent prendre leur auto tout seuls, ils vont essayer de le faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'auto, particulièrement en Europe, dans les grandes villes ou les périphéries. Ça va tellement bien, le transport en commun, qu'ils ne sont plus motorisés. Oui. Écoutez, à Paris, il y a 50% des gens qui n'ont pas d'auto, mais si le métro doit déconfiner avec une distanciation sociale, ça ne fonctionnera pas. Le modèle ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut trouver une façon de mettre 2 personnes dans une auto pour au moins protéger, limiter un peu la contagion, mais de le faire de façon structurée. Fait qu'en ce moment, on est dans les sondages auprès des utilisateurs potentiels, on fait des plans de déploiement puis de mobilité pour des villes qui doivent déconfiner, mais avec des nouveaux. Le new normal, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des distances un peu partout. Puis en fait, le modèle économique du transport collectif, c'est précisément la densité. Alors, c'est un vrai paradoxe. C'est un vrai de vrai paradoxe. Fait que toi tu es face à ce paradoxe, justement, puis il y a quand même un avenir incertain dans le transport collectif, mais tu vois un espoir, justement, dans un changement de mœurs, puis probablement dans des programmes gouvernementaux qui vont diriger les gens ou inciter les gens à faire du covoiturage parce que le réseau de transport ça dépend des juridictions. En ce moment, en Amérique latine, aux États-Unis, en France, le covoiturage a une très bonne presse. C'est considéré comme une solution tout à fait viable. Au Canada, ce n'est pas aussi clair. Évidemment, on a beaucoup d'espace, mais il y a beaucoup de... Je vais appeler ça des analystes ou des commentateurs qui continuent de voir le covoiturage comme un concurrent du transport collectif, alors que c'est évidemment très complémentaire. Mais le problème, c'est que c'est une question, comme je disais tantôt, c'est une question de capacité. Actuellement, les entreprises qui sont basées dans le centre de Montréal, qui n'ont pas beaucoup de stationnement et qui ont des employés qui viennent de loin, sont devant un dilemme extrêmement complexe. Extrêmement complexe. On souhaite tous le télétravail. Actuellement, les chiffres qui convergent à peu près selon nos études, là, allant du World Economic Forum à Radio-Canada, c'est qu'il y a à peu près 29 % de la population qui peut vraiment, de façon structurée à long terme, faire du télétravail. Il y a une foule d'emplois allant de l'enseignement au milieu hospitalier, manufacturier, que ce n'est pas si simple. On peut faire ça une fois de temps en temps, mais c'est un... Puis Transit, par exemple, a des bonnes stats aussi là-dessus, sur qui continue d'utiliser le transport en commun, qui peut télétravailler. Fait qu'il faut réorganiser l'ensemble de notre mobilité avec des nouvelles contraintes sanitaires. Puis ces contraintes sanitaires-là vont durer, nous, on bête à peu près sur un 24 à 36 mois. C'est-à-dire, une fois que tout le monde est vacciné, puis qu'on peut vraiment revenir se frotter dans C2 Montréal ou dans une game du Canadien, entre les deux, il faut qu'on trouve une façon de redémarrer l'économie.
mais de façon certaine, avec des règles sanitaires et un petit peu de protection. Bien, écoute, tu sais, c'est pas la première crise que tu vis, Marc-Antoine. Je suis content de voir que tu étais capable de garder ton staff. Ça doit faire près depuis 2013 que tu réfléchis à la question de mobilité urbaine activement avec Netlift. Fait que moi, je suis très confiant pour la suite. Tu as des partenariats en Europe, au Mexique, aux États-Unis. Fait que je te souhaite bonne chance pour la suite. Puis on verra. très heureux de voir ton optimisme ici. Oui, mais moi, je suis incurable, hein, tu me connais, là. Absolument. Je suis un ça prend ténacité. Ouais, exact. Bon, ben écoute, merci Marc-Antoine. Puis bonne chance pour la suite. Ciao. Okay. Bye à tout le monde. Salut. Ciao. Bye. Bye. Alors, on avait donc Marc-Antoine du cas de Netlift qui est venu parler de son pivot pour le covoiturage dans le domaine de la mobilité urbaine, qui est un domaine qui est lourdement touché par la crise actuelle. Donc, justement à cause de la crise sanitaire, puis des restrictions qu'il va y avoir concernant l'utilisation de l'espace dans les transports en commun, dans les transports collectifs. Donc, ça va être à suivre. Je vais terminer ce webinaire d'aujourd'hui avec les mesures gouvernementales qui ont été annoncées la semaine dernière. Donnez-moi une petite minute. Je reviens sur ces mesures-là économiques. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites la semaine passée. Je ne reviendrai pas sur chacune. Comme vous savez, cette présentation-là est disponible sur notre site. Vous pouvez la télécharger. Vous allez avoir toutes les références. On a aussi un document collaboratif qui est rendu disponible pour vous, qui liste l'ensemble des mesures en place. Il y a eu une mesure la semaine passée, on va en parler dans la prochaine slide, sur l'aide directe aux entreprises via le CNRC. On va en parler. La dernière mesure qui est annoncée la semaine passée, c'est la mesure sur le loyer commercial, donc qui va réduire jusqu'à 75% le coût de votre loyer comme entrepreneur. Donc, il y a des critères d'admissibilité qui sont listés ici, de ne pas avoir plus de 50 000 $ par mois de loyer, puis d'avoir temporairement interrompu ses activités ou diminué de 70 % son revenu. Donc, ça fait partie des critères qui sont requis pour adhérer à ce programme. On a également la dernière mesure qui était annoncée. Donc, c'est celle sur le programme d'aide à l'innovation du CNRC. La semaine passée, je l'ai mentionné, c'est important, là, je le mentionne à nouveau. On a donc jusqu'à ce soir, 23h59, 29 avril, pour appliquer à ce programme-là. Sachant qu'il y a seulement 12 % des demandes provenant du Québec, je pense qu'il y a encore des entrepreneurs qui n'ont pas soumis leurs demandes. Et on a donc accès à une enveloppe de 250 millions de dollars. Puis si vous n'êtes pas admissible au programme de 75 % de subvention salariale, vous êtes admissible normalement à ce programme-là. On n'a pas à démontrer de la profitabilité. Là, c'est une question que j'ai posée la semaine passée sur un des critères. Donc, il faut être évidemment une entreprise à but lucratif et non pas à but non lucratif. Ça, c'est la distinction qu'ils voulaient faire ici dans ce critère-là. Démontrer que vous avez un plan de croissance, évidemment, comme toute bonne start-up. Donc, normalement, on est éligible comme entrepreneur en start-up tech à Montréal. On est éligible à cette subvention. Donc, je vous encourage à la remplir. Ça prend 1 heure maximum à remplir. Allez-y. N'hésitez pas à aller faire votre demande pour cette subvention. Il faut aussi enlever le préjugé par rapport au pari. Ce n'est pas un programme pari CNRC, c'est vraiment
le CNRC qui est l'entité qui va déployer ce fonds-là, mais ce n'est pas une demande de crédit R&D. Donc, il faut dissocier les deux. Ce n'est pas du tout le même programme. Donc, ça, je tenais à le préciser également par rapport à cette subvention. Donc, vous avez, je le répète, jusqu'à ce soir, 23h59, allez-y. Il y a eu plusieurs personnes qui ont diffusé cette nouvelle-là depuis quelques jours dans l'écosystème pour s'assurer qu'un maximum d'entrepreneurs puissent avoir accès. Le gouvernement veut déployer rapidement. C'est pour ça qu'il y a une date limite de ce soir. Donc, allez-y et remplissez ce formulaire. Si vous avez des questions et vous êtes membre d'un accélérateur incubateur, normalement, ils auront dû, les gens dans ces organismes-là ont reçu une formation du CNRC pour pouvoir vous aider à remplir ces questionnaires ou le questionnaire d'une heure. Donc, pour aller plus loin, je fais un rappel. La semaine prochaine, donc, on a notre prochain webinaire. On accueille Robert Dutton, l'ex-PDG de Rona et l'artisan de la croissance de Rona, qui va être avec nous. Très heureux de l'avoir avec nous. Et Étienne Lacroix de Vention, qui vont être avec nous la semaine prochaine. Vous avez le lien pour vous inscrire ici dans cette présentation. Et mercredi, le 13 mai, donc, on va accueillir Luc Rabouin, qui est en charge du développement économique à la Ville de Montréal. Donc, c'est le commissaire élu en charge du développement économique. On va avoir Chris Arsenault de Dynovia et Francis Davidson de Sonder. Sonder, je vous rappelle, c'est une business qui a été fondée à Montréal et qui a déplacé son siège social à San Francisco. Donc, ça va être intéressant d'avoir sa perspective sur l'impact de la crise dans le domaine de l'hospitalité, donc du voyage. Donc, ça va être un webinaire aussi très intéressant. Je vous rappelle que vous avez accès à un groupe d'experts, de coachs. Donc, vous pouvez écrire à coach@montrealinc.ca. Il y a aussi une nouvelle section COVID sur notre site web. N'hésitez pas à la consulter. Beaucoup d'informations là-dessus sur les mesures en place actuellement. Vous avez également le document collaboratif qu'on continue de nourrir, là, qui inclut toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises à votre disposition. Et il y a aussi les ressources et programmes financiers actualisés. Donc, on va terminer sur cette note. Je vous invite à rejoindre la communauté sur notre canal Slack, Bonjour Startup. Il y a une chaîne spécifiquement sur le COVID où on échange entre entrepreneurs. On est déjà rendu plus de 1400 inscrits à cette chaîne-là. Donc, je vous invite à participer, à faire partie de la communauté, de la conversation. Et je vous dis aussi que quand on regarde là, ce qui se passe dans l'écosystème, les mesures gouvernementales qui ont été mises en place et qui vont se déployer dans les prochaines semaines, moi, je n'ai jamais vu autant de mobilisation des 3 paliers de gouvernement suite à une crise. C'est une aide d'une ampleur inégalée dans l'histoire actuellement. Donc, on a vraiment le soutien des gouvernements. C'est certain qu'il y a des ajustements à faire par rapport à certains critères qui doivent s'appliquer aux startups. Ça, c'est clair. On travaille là-dessus avec les divers paliers de gouvernement et les divers cabinets de ministres pour les sensibiliser à la réalité des startups. Donc, des fois, il y a des critères qui sont moins applicables et d'avoir une certaine flexibilité autour de ces critères-là, la mise en application de ces critères-là. C'est ça sur quoi on travaille à l'heure actuelle, mais je pense qu'on peut tous être enthousiasmés par l'aide qui arrive des gouvernements à l'heure actuelle. Et donc, moi, je suis très, très content de voir tout ça. Je suis très content aussi de voir la mobilisation des entrepreneurs à qui je parle régulièrement. Donc, il y a vraiment, on sent qu'il y a une entraide. Malgré les incertitudes qu'il y a devant nous, il y a une collaboration, une solidarité qui est très belle. Donc, je félicite tout le monde. Dernière question, j'ai une question de Virgile. Où as-tu trouvé solution à l'urgence capillaire qu'on subit à cause de la COVID? Bien, moi, c'est ma fille de 19 ans qui m'a coupé les cheveux. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine en compagnie de Robert Dutton de Rona et d'Étienne de Vention. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir été là. Au revoir.